Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les nouveautés de la version 21 et particulièrement sur les fonctionnalités béton. Alors, tout d'abord, quelques petites choses d'organisation. Le son de votre micro est coupé pendant la présentation, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte de conversation du panneau de GoToWebinar. Nous les regarderons après la présentation et on vous répondra en particulier ensuite. Donc, surtout, n'hésitez pas. Le webinaire, il est enregistré et il sera publié sur la chaîne SIA de YouTube. Donc, si vous manquez quelque chose, vous pourrez le revisualiser. Concernant le contenu sur les nouveautés béton, il y a deux grandes parties. Il y en a une sur les améliorations de conception, donc de l'ergonomie, de l'utilisation du calcul béton. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a une autre partie sur le calcul de la flèche à long terme selon la norme, la CDD, qui sera abordée dans un autre webinaire. Pour ma part, je suis Mallory Jacquelin et je vais effectuer la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Sachez que je vais faire la présentation sur la nouvelle interface, mais que toutes les améliorations sont également présentes, bien entendu, dans l'ancienne interface. Le premier sujet, c'est une amélioration des paramètres béton. En effet, avant, dans les versions précédentes, les paramètres béton étaient à des endroits différents dans le logiciel. On avait la conception du ferraillage, on avait la configuration béton et ça n'était pas clair pour les utilisateurs. Dans cette nouvelle version, tous les paramètres ont été mis à un seul endroit et nous avons amélioré la façon dont ces paramètres peuvent être filtrés. Donc, je vais vous montrer sur SIA Engineer directement. Donc, si j'ouvre la configuration béton, vous pouvez remarquer que la présentation de la fenêtre est un peu différente de celle que vous connaissiez à travers les versions précédentes. En haut à gauche se trouve un menu déroulant avec les catégories les plus importantes. Alors, la première catégorie, elle correspond aux paramètres de conception généraux. Donc, dans cette catégorie, vous trouverez les hypothèses de calcul générales et l'enrobage minimum, par exemple, dans le cas où l'utilisateur choisit de se mettre en type d'enrobage automatique. La deuxième catégorie, ce sont les efforts internes qui sont également essentiels pour comprendre les efforts de calcul qui vont être utilisés. Vous pouvez définir la réduction des moments sur appui, les imperfections géométriques dans le LU, dans le LS. Il y a une autre grande partie qui concerne la modification des efforts internes, mais on la reverra un peu plus tard dans ce webinaire. La troisième catégorie, les paramètres basés sur la norme, vous donne une vision plus directe sur les éléments que vous pouvez modifier, par exemple le fluage et le retrait, la gestion des efforts internes, la limite des contraintes, des fissures, des flèches, tout ce qui nous a semblé être le plus important à première vue. Mais bien sûr, vous retrouvez la configuration complète dans la dernière catégorie. Et une petite astuce intéressante, c'est la possibilité de filtrer l'affichage pour limiter le nombre d'informations. Par exemple, dans les dispositions constructives, on voit tous les éléments. Je peux aller dans Structure et taper par exemple poutre pour ne visualiser que ce qui concerne l'élément poutre. Et dans Paramétrage d'affichage, je peux enregistrer la vue courante que je vais appeler par exemple Disposition poutre. Et on retrouve cette cinquième catégorie en cinquième lieu du menu déroulant. Donc, je peux la recharger dans un autre projet. Voilà, donc c'est une belle amélioration. Voilà pour ce qui est de la configuration béton.
Autre chose, nous avons donné plus de transparence sur la définition, la saisie des diamètres de calcul. Avant, il n'était pas clair de savoir quel diamètre était utilisé parce qu'il était donné dans le gabarit de ferraillage. On devait définir plusieurs diamètres et on ne savait pas bien lequel était utilisé à première vue dans le ferraillage requis. Aussi, un aspect très important, c'est qu'avant, lorsqu'on calculait le ferraillage requis, SIA, il utilisait le diamètre indiqué dans le AS défini. Donc, le diamètre utilisé pour le ferraillage requis était dépendant du ferraillage défini. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous modifiez le ferraillage défini, le ferraillage requis devait aussi être recalculé. Nous avons donc maintenant une saisie explicite du diamètre de calcul, même dans le cas où le gabarit est activé. Ça veut dire que maintenant, le ferraillage requis est indépendant du ferraillage défini, ce qui permet un gain de temps important. Donc, si vous appliquez une donnée de contrôle d'un élément, on peut voir à l'écran les hypothèses de diamètre qui sont prises pour le ferraillage requis. C'est ce qu'on voit ici sur l'image à droite. On peut afficher par un clic droit sur l'écran, puis afficher les paramètres de toutes les entités dans l'onglet béton, ces paramètres. Un autre aspect important, c'est que si vous mettez un petit diamètre pour le ferraillage requis et un plus grand diamètre pour le ferraillage défini, la hauteur utile de ce lit de ferraillage sera plus petite, ce qui signifie qu'il y aura besoin de plus de sections de ferraillage que ce qui est donné par le AS requis. Donc peut-être faire attention à ça et éventuellement modifier l'enrobage en conséquence. Une grosse nouveauté, c'est la modification des efforts internes 1D. Donc, comme c'est décrit, le problème, c'est que les modifications n'étaient faites que pour le calcul et pas pour les contrôles. Et il n'était pas possible de choisir de prendre ou de ne pas prendre en compte certains efforts internes sur des éléments sélectionnés. Donc, on a donné le contrôle total sur la prise en compte de ces paramètres en calcul et dans les contrôles. Donc, je vais passer sur le logiciel pour vous montrer. Alors, je vais sélectionner les 3 nervures ici et je vais les laisser afficher. Voilà, donc si je vais dans les résultats et que je regarde les efforts internes 1D, donc sur la sélection actuelle, sur mes classes tout ELU, et que je regarde le moment MZ, voilà, je vois que les valeurs sont assez faibles. De même si je regarde le moment de torsion MX. Donc moi, je ne veux pas prendre en compte ces moments parce qu'on peut considérer qu'ils seront probablement pris en compte par la dalle. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans la configuration béton et dans la catégorie des efforts internes, dans les nervures. Alors ici, c'est déjà fait, j'ai déjà modifié la saisie automatique en saisie utilisateur et j'ai choisi de négliger les moments autour de l'axe faible MEDZ, le moment de torsion TED et aussi l'effort tranchant dans l'axe Y VEDY. Et j'ai aussi négligé l'effort normal et j'ai coché par contre le recalcul du moment de flexion positif. Donc, si maintenant dans le service béton, je vais afficher les efforts internes pour la conception béton armé 1D, donc j'affiche pour la sélection actuelle, toujours pour mes classes ELU, j'affiche le moment MED par exemple. Voilà, on voit que le moment, il est uniquement autour de l'axe fort. Et si j'affiche la note, la sortie brève, on voit que toutes les composantes que j'ai négligées ne font plus partie de l'effort interne. Donc le MX est égal à 0, le MZ est égal à 0 et l'effort normal également
puisque la contribution de cet effort a augmenté le moment de dimensionnement MY. Donc, si je demande maintenant la conception du ferraillage 1D et que je demande le AS défini, je devrais voir également que le ferraillage est uniaxial. Et dans la sortie standard, on a les résultats attendus, hein, c'est-à-dire l'effort ND qui est nul, le moment de torsion également, et le moment dans l'axe faible MEDZ qui est nul également. Alors bien sûr, on peut appliquer les données béton 1D à une nervure seulement, par exemple à cette première nervure. Et ici, je peux très bien lui appliquer les efforts internes. Par exemple, je peux lui appliquer le moment de torsion juste à cette nervure-là en particulier. Le sujet suivant, c'est la possibilité de calculer un ferraillage non symétrique sur les voiles. Avant, il n'était pas possible de définir des données différentes par face. Le ferraillage était forcément symétrique et l'enrobage également. Maintenant, c'est possible. Donc, si je passe sur le logiciel, que je réaffiche l'ensemble de mon modèle, j'ai quelques voiles dans ce modèle. Donc, je vais appliquer une donnée béton 2D à ce voile, par exemple. Donc, j'ai la propriété qui s'affiche. Si je clique dessus, je retrouve les propriétés à droite. Et là, on voit que je peux sélectionner l'option face différente pour l'armature. Donc, je vois que je peux alors définir les hypothèses pour la face supérieure et pour la face inférieure. C'est fonction, bien sûr, du Z local du voile. Donc là, par exemple, le Z local, il va de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Donc, la face supérieure du voile, elle est à l'intérieur du bâtiment. Et la face inférieure du voile, elle est à l'extérieur. Je peux également saisir une classe d'exposition différente par face. Par exemple, ici, je vais mettre une classe XC3 en partie supérieure et une classe XC1 en partie inférieure. Et ce qui est le plus important, c'est que si je vais dans le modèle de conception, donc dans le gabarit de l'armature définie et que je la modifie, je peux définir un ferraillage asymétrique, non symétrique. Par exemple, en partie supérieure, je vais mettre des diamètres 16 et je valide. Donc, si je sélectionne ce voile et que je laisse afficher que lui, si je regarde du coup pour cette sélection le ferraillage défini en partie supérieure, j'ai bien du FICES qui est utilisé avec un espacement de 150 et si je regarde en partie inférieure, j'ai du FIDIS. Voilà, donc de cette façon, on peut ferrailler des voiles de manière non symétrique. La gestion des sections de ferraillage 2D non calculables, donc ça c'est le cas où le ferraillage requis est supérieur au ferraillage maximum. Le problème, c'était que dans les versions précédentes, à cause des pics de valeur d'acier dans certaines parties de dalle ou de voile, les résultats étaient corrompus. On voyait qu'une seule couleur dans l'élément. Alors, on pouvait certes adapter la légende, mais par exemple, dans le cas de génération automatique des images dans les notes, c'était difficile de trouver une solution. Et ce qui était le plus important dans ce problème,
c'est que ce ferraillage non réaliste au pic était utilisé dans le calcul des contrôles béton et notamment dans la CDD, c'est-à-dire dans la vérification de la flèche à long terme. Et du coup, ça augmentait la rigidité puisqu'il y avait beaucoup plus d'acier, ce qui donnait des résultats non sécuritaires, voire dangereux. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour ces zones considérées non calculables, c'est-à-dire là où les résultats ne sont pas disponibles, on a considéré que AS était égal à 0 dans les contrôles béton. Alors, si je reviens sur le logiciel pour vous montrer, je vais tout réafficher et je vais sélectionner uniquement les dalles. Voilà, et je vais aller du coup dans la conception du ferraillage pour afficher le ferraillage requis. Donc, par exemple, AS requis 1+, donc je fais régénérer. Voilà, et là, on peut voir que là où c'est gris, là où c'est un peu blanc, gris clair, les résultats, ils ne sont pas disponibles. Si je veux investiguer un peu plus, je peux afficher le ferraillage requis statiquement. Et là, je peux voir la valeur d'origine qui est environ au-dessus de 3200 mm² par mètre, donc qui est au-delà de la valeur limite. Et si j'affiche la sortie standard, je vais voir un peu plus en détail ce qui se passe. Donc, je vois effectivement que le ferraillage maximum est de 3000 mm² par mètre et qu'on a une valeur de 3232. Donc, on est au-dessus de la valeur maximale. Cette valeur maximale, elle est visualisable et modifiable. Si je clique en haut à droite sur le drapeau français et gérer les annexes, je peux alors cliquer sur les trois petits points en face de l'Eurocode 2, partie 1. Et dans structure 2D et dalles, je vois le taux d'armature maximale. Alors là, il est de 1,5%. C'est moi qui l'ai modifié pour vous montrer un exemple de ferraillage dépassé, mais par défaut, normalement, il est de 4%. Donc, il est visualisable et modifiable. Et de la même façon, du coup, si je vais dans le ferraillage fourni et que je regarde le ferraillage défini en 1+, je vais avoir une partie qui ne va pas être calculée. Donc, qui devrait s'afficher en gris clair, en blanc, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous utilisez ce ferraillage fourni dans le contrôle béton Eurocode 2, cette zone-là, elle sera considérée comme non ferraillée. Alors, on peut corriger ça en utilisant des bandes de lissage, ou bien sûr en adaptant, en changeant le modèle, mais sinon, cette nouvelle fonction, elle permet d'empêcher d'utiliser les pics d'acier dans les contrôles de la norme Eurocode 2. Le sujet suivant, c'est la possibilité d'étendre les sorties de ferraillage aux poteaux élancés. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'informations sur les excentricités et les lancements. Il était difficile de vérifier comment les efforts de calcul étaient modifiés pendant le calcul suite aux effets du second ordre, par exemple. Il y avait un service pour ce type d'information, mais il était difficile de connaître les combinaisons qui étaient critiques pour le calcul, alors que maintenant, du coup, la sortie, elle comporte ce type d'information et pour chaque combinaison critique pour le calcul. Donc, je vais vous montrer à nouveau sur le logiciel. Je vais tout réafficher. Et je vais sélectionner un poteau. Donc, par exemple, celui-là. Je vais masquer tout le reste. Voilà. Et si je vais dans la conception du ferraillage, pour la sélection actuelle, pour les combinaisons ELU, demander le ferraillage défini. Voilà, si je clique du coup sur l'aperçu pour avoir la note, la sortie standard,
où j'ai plus d'informations, je vais trouver un premier tableau effort dimensionnant avec deux colonnes, les deux dernières, une par direction, YY et ZZ. Et j'ai le ratio, du coup, entre les lancements sur les lancements limites. J'ai ensuite un deuxième tableau sur les imperfections de calcul où je peux maintenant visualiser l'excentricité du premier ordre, l'excentricité donnée pour l'imperfection géométrique, l'excentricité minimale, et puis les excentricités de calcul du premier et du second ordre, et puis le total. Et si je reviens sur le tableau précédent des efforts dimensionnants, il est indiqué si les efforts de calcul devraient être recalculés au second ordre dans les deux directions ou bien que dans la direction principale. Voilà. Le prochain sujet, qui est le calcul du ferraillage basé aussi sur les contrôles BA pour les poutres. Comme décrit, avant, le ferraillage calculé, il n'était pas toujours suffisant lorsque vous lanciez les contrôles BA, c'est-à-dire les contrôles unités, ou alors il n'était pas toujours économique, pas optimisé. La raison, c'était que, en fait, le calcul, il se faisait à travers des hypothèses, comme par exemple que le ferraillage, il est calculé au centre de chaque côté, alors que le ferraillage défini, il est distribué de manière uniforme le long des bords. Ça signifie que, par exemple, en cas de flexion biaxiale, les hypothèses de calcul étaient différentes de celles des contrôles béton armé. Donc, ce qu'on a fait dans la procédure de calcul, maintenant, on vérifie aussi les contrôles BA avec vraiment le ferraillage défini sur toute la longueur des côtés et on essaye d'optimiser la distribution du ferraillage. Donc, pour tout d'abord s'assurer que le ferraillage est suffisant, qu'il se trouve dans les limites admissibles, donc que l'unité de contrôle soit inférieure à 1, mais aussi pour trouver le meilleur arrangement pour être proche de cette limite, c'est-à-dire pour optimiser le ferraillage. Par conséquent, on peut voir que la distribution du contrôle unité est assez uniforme. Il n'y a pas de gros écarts. On est principalement entre 0,9 et 1. Donc vraiment basé sur vos hypothèses des diamètres de ferraillage ou du ferraillage défini en général. Donc on peut être certain que ce ferraillage calculé, c'est vraiment celui optimisé. Donc à nouveau, je vais vous montrer sur le logiciel. Donc, je réaffiche tout et puis je vais sélectionner par exemple les 3 nervures comme tout à l'heure. Je vais les isoler. Voilà. Et du coup, je vais commencer par la conception du ferraillage 1D. Donc là, je vois que l'option nervure est activée et je vais directement demander le ferraillage défini. Et ensuite, je pourrais convertir ce ferraillage fourni en barre réelle, en barre pratique, que je vais utiliser ensuite dans les contrôles d'ensemble pour voir si mon ferraillage est suffisant. Donc, je clique sur conversion en barre réelle. Et maintenant que j'ai mon ferraillage pratique, je peux aller sur mes contrôles d'ensemble. Donc avec ce double contrôle, je suis à peu près sûre que le ferraillage sera suffisant et on verra aussi s'il est optimisé. Donc là, graphiquement, déjà, on peut voir que les valeurs de l'unité de contrôle sont distribuées de manière assez jolie, assez uniforme. On peut le voir aussi dans l'aperçu. Voilà, j'ai des valeurs qui sont proches, enfin entre 0,9 et 1 majoritairement, donc assez uniformes. Et ce qu'on peut faire également, c'est par exemple vérifier quelques sections spécifiques. Donc pour cela, je vais cliquer sur contrôle en section, je vais choisir une nervure. Donc là, j'ai des petits points verts qui s'affichent. Donc je vais en prendre un et ouvrir cette section.
Donc là, j'ai le contrôle de section qui s'est ouvert. En haut à droite, je peux visualiser du coup le contrôle et je vois que c'est une disposition constructive qui a dimensionné cette section et plus précisément le ratio minimal d'armature d'effort tranchant. Donc par exemple, si je change le diamètre de l'armature d'effort tranchant, je mets 6 au lieu de 8 mm, là je vois que ça passe plus du tout. Ma section qui travaillait à 96% est passée à 170%. Bien optimisé, je vais laisser à 8 mm comme c'était. Une nouveauté là rapidement à propos de l'accélération du temps de calcul du ferraillage. Donc comme indiqué précédemment, il y a eu des améliorations significatives dans le calcul du ferraillage requis à partir d'un défini. Mais on a bien compris que pour vous, le problème de la vitesse de calcul du ferraillage des éléments 2D était crucial. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'optimiser progressivement toutes les procédures de calcul dans la conception de ferraillage. Donc, le plus gros avantage de cette version, c'est que le ferraillage requis, il est toujours calculé. Vous jouez simplement sur le ferraillage défini, mais vous ne recalculez pas le ferraillage requis encore et encore. Juste vous le gardez et vous appliquez le ferraillage défini selon vos souhaits. Dans ce tableau à droite, on peut voir que lors de la première étape, lorsque le ferraillage requis il est initialisé, pour un calcul avec les résultats uniquement au centre, il n'y a pas de grosse différence entre les versions 20 et 21. Mais dans le cas d'un calcul avec résultat au nœud moyenne sur macro, on a quand même une accélération de 1,4. Donc la vitesse de calcul, elle a quand même été augmentée lors de cette première étape. Mais ce qui est plus important et intéressant, c'est lors de la deuxième étape, lorsque vous appliquez le ferraillage défini en changeant le gabarit du modèle, ou bien en appliquant un ferraillage utilisateur. On peut voir que dans le cas de calcul avec résultat au centre, l'accélération est de 2,6 et dans le cas de au nœud moyenne sur macro, le calcul se fait 3 fois plus vite en version 21 qu'en version 20. Donc on est passé d'un peu plus de 3 minutes à un peu plus de 1 minute en temps de calcul. Donc j'espère que pour vous, c'est déjà une belle amélioration, mais on va continuer dans cette direction pour la prochaine version. Une nouveauté intéressante, c'est l'accès rapide à l'édition du gabarit de ferraillage défini. Avant, c'était très fastidieux de changer ce gabarit dans le sens où ça nécessitait de cliquer sur plein d'icônes et d'ouvrir plein de menus. Maintenant, nous avons introduit une nouvelle commande à travers laquelle on accède directement à la boîte de dialogue de sélection du gabarit pour un élément 1D ou 2D. Donc, je passe à nouveau sur le logiciel pour vous montrer. Je peux laisser afficher ces nervures. Si je vais dans la conception du ferraillage 1D et que je clique sur régénérer, je vais sélectionner une nervure. Voilà, si je clique en dessous de l'action régénérer, j'ai modifié le modèle de ferraillage défini. Donc je clique sur une nervure et automatiquement j'ai la boîte de dialogue que vous reconnaissez sans doute, qui me permet de jouer avec les hypothèses de ferraillage de base et additionnelles. Donc cette boîte de dialogue, je suis pas obligée de passer par cette action-là. Je peux aussi aller dans le SIA Spotlight. Si par exemple je tape armature, je vois que la première proposition, c'est le modèle d'armature fourni. Donc je clique sur une nervure et automatiquement j'ai la même boîte de dialogue qui s'ouvre. Pour aller encore plus vite, je peux
prendre cette icône et la glisser pour l'insérer dans ma barre d'outils en bas, par exemple, à côté de ma conception du ferraillage. Donc, si je clique sur l'icône, je choisis une nervure, j'ai la boîte de dialogue automatiquement qui s'ouvre. Je peux vous le remontrer du coup sur un élément 2D, donc je vais afficher tous les éléments. Voilà. Je clique du coup sur mon icône modèle d'armature fournie, je choisis une dalle, et là j'ai la boîte de dialogue du gabarit qui s'ouvre. Alors par exemple, je peux modifier et mettre le ferraillage supérieur avec un diamètre 8. Lorsque je valide, du coup, j'ai un avertissement qui s'affiche qui me dit que le gabarit assigné à cette dalle le sera aussi pour d'autres dalles. Les autres dalles, du coup, qui avaient le même modèle de ferraillage. Donc, si je clique sur oui, toutes les dalles auxquelles ce gabarit appartient seront modifiées avec ce même modèle de ferraillage. Et si je clique sur non, j'aurai un nouveau gabarit qui sera créé conformément aux modifications de celui existant qu'on vient de faire. Et ce nouveau gabarit ne sera appliqué qu'à cette dalle sélectionnée. Voilà, pour retirer l'icône, il suffit de rester appuyé dessus et de venir la mettre à droite de la barre d'outils dans la corbeille. Donc une amélioration plutôt pratique. Et le dernier sujet, c'est la saisie du ferraillage pratique 2D sur les résultats de calcul encore visualisés. Alors je vais passer directement sur le logiciel. Je vais sélectionner donc les 3 dalles. Voilà, et je vais demander donc par exemple pour ma sélection actuelle, pour mes classes ELU, ELS, je vais demander le ferraillage défini 1+, en partie supérieure. Donc là, les résultats vont s'afficher à l'écran, voilà, et je peux je peux visualiser mon ferraillage. Donc, je voudrais maintenant appliquer un ferraillage pratique localement, à un endroit bien précis. Donc là, je peux aller cliquer sur l'icône ferraillage 2D. Donc là, je vais sélectionner par exemple cette dalle et je vais modifier mon ferraillage. Donc, par exemple, je vais l'appliquer sur la face supérieure. Je vais mettre un diamètre de 16, un espacement de 150 mm, et ceci dans les 2 directions. Voilà, et là, avec l'outil graphique nouveau rectangle, je vais appliquer ce ferraillage pratique, par exemple, sur cette zone-là. Donc, dès que je valide, les résultats disparaissent de l'écran. Et lorsque je demande à nouveau les résultats, voilà, ben, je vois que du coup, la distribution du ferraillage a changé. Et ce que je peux faire maintenant, c'est modifier le gabarit, le modèle de ferraillage défini. Donc, je reclique sur ma dalle, la boîte de dialogue s'ouvre et là, je vais lui demander un ferraillage, par exemple, un diamètre de 12 mm en partie supérieure. Donc, je l'applique à toutes mes dalles, je régénère mes résultats. Voilà, et là, je vois maintenant que j'ai un ferraillage Fi12 qui est utilisé dans mes dalles. Voilà, donc c'est tout pour le webinaire d'aujourd'hui. La suite des nouveautés béton, notamment sur la flèche à long terme, elle sera le 5 juillet à 15 h, mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de SIA. Je vais maintenant reprendre les questions et répondre à chacun d'entre vous. Vous pouvez toujours envoyer une question, hein, si jamais ça vous vient un peu plus tard, à support@sia.net.
En attendant, je vous remercie sincèrement pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée.